On vous a jugé d'avoir été cet instrument du FCC pour faire tomber Kabound. Oui, je me rappelle à l'époque, vous aviez même dit que ma carrière politique était finie parce que j'allais en prison. Non, Qui, moi pas... Oui, sur votre chaîne. Ah, notre chaîne, pas moi. Donc, il n'y avait pas une main noire. Non, du tout. Et d'ailleurs, avec beaucoup de recul, il faut bien vérifier la situation. Est-ce que vous saviez qu'à un jour du dépôt, à un jour du dépôt de ces signatures, je n'en avais que 17. Ça veut dire que j'ai peiné à convaincre même les gens du FCC de signer. Ils ne voulaient pas, parce qu'à l'époque, le président Joseph Kabila n'en voulait pas non plus. Mais vous êtes député. Est-ce que ça ne vous gêne pas que vous gagnez autour de 7 000 $, lorsqu'un militaire qui va au front gagne moins de 200 $. Lorsqu'un enseignant qui a fait de vous, celui que vous êtes aujourd'hui, puisse gagner moins de 300 $. Est-ce que ça je pense que ça j'ai souvent suivi sur vos écrans ce genre de comparaison où on parle de 18 ans de Kabila, 2 ans de Tshisekedi. Non, je pense que cette question-là, il ne faut pas la traiter de cette manière. Parce que personne ne sait sur quoi nous allons épiloguer et dans combien de temps nous allons finir. Moi, je souhaite que cette guerre finisse, même demain. Aujourd'hui, Bunagana est entre les mains de nos ennemis, ça fait 2 mois. On espère qu'avant la fin de l'année, ce problème sera fini. Mais personne ne peut commencer une guerre, personne ne sait quand elle va finir. Et j'aurais vraiment beaucoup de mal à vous parler des stratégies de l'Union sacrée pour gagner les élections. Bon, les stratégies du MLC. Bon, les stratégies du MLC sont les mêmes, c'est-à-dire que depuis des années, nous avons toujours bataillé pour un État libre, prospère et de droit. Autour de mon invité, vous savez qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a des gens qui considèrent que celui le tombeur de Kabound, on parle même qu'il serait, on va dire, celui qui a par qui le malheur était passé. On aura le temps de parler de tout ça, mais aussi de la diplomatie vue MLC, mais aussi diplomatie vue Jean-Jacques Mamba, tant qu'élu en tant que représentant des Kinois à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, il nous fait l'honneur de répondre à toutes nos questions et on en parle tout à l'heure. Actualité, un peu d'histoire parlementaire, vous le saurez tout à l'heure. Comment allez-vous, monsieur Jean-Jacques Mamba? Je vais bien, merci. Vous allez pardonner ma voix, vous êtes député. Vous êtes élu de Lukunga, vous représentez les Kinois à Lukunga. Qu'est-ce que l'on peut retenir déjà de votre parcours, mi-parcours à l'Assemblée nationale? On est à 3/4 de parcours, hein. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai que c'est un exercice qui met mal à l'aise parce qu'en fait, il n'est pas aisé, pas très poli de parler de soi. Je ne peux pas faire un auto-bilan, mais de manière générale, je crois que nous avons embrassé toutes les problématiques de notre circonscription, mais on est allé au-delà de cela parce qu'il y a des problématiques nationales. Ensuite, concerne le courant, l'électricité, la problématique des érosions, la problématique de l'insécurité dans la partie est comme ici aussi, hein, avec le phénomène Kuluna. Dans notre activité parlementaire, nous nous sommes non seulement intéressés sur toutes ces questions, mais aussi avons entrepris un bon nombre d'initiatives parlementaires, de contrôle comme de législation, pour essayer de rencontrer par rapport aux engagements pris les préoccupations des personnes qui nous ont mandatés au Parlement. Donc ça, c'est de manière générale. Maintenant, de manière spécifique, en ce qui concerne le contrôle parlementaire, si vous avez bonne souvenance, quand vous prenez le projet des 100 jours, nous avions, à la genèse, avant même que la justice s'intéresse à ce dossier, fait des enquêtes minutieuses, avons écrit 7 questions écrites à l'époque, y compris à l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État. Il y a eu même une grosse polémique autour du fait qu'il n'était pas responsable devant le Parlement. Nous avions insisté en opposant des jurisprudences comme celle de la France et même des jurisprudences locales, parce qu'il y avait un directeur de cabinet qui avait répondu devant une commission parlementaire à l'époque de M. Kabila, l'ancien président, et nous avions opposé ces jurisprudences, mais malheureusement nous n'avions pas été entendus. Mais lorsqu'avec un peu de recul, on prend les 7 questions écrites qui avaient été adressées aux différents mandataires ainsi qu'au directeur de cabinet, je peux vous assurer ici que lorsque le procès a commencé et vous relisez ces questions, 3 mois plus tôt, vous remarquerez que toutes les problématiques, que ce soit celle des marchés passés gré à gré, il y avait le nom de Jamal dedans, on est allé vérifier ses bureaux, on a vu qu'il n'avait pas de bureau. Toutes ces questions ont été posées au directeur du cabinet et heureusement, malheureusement, lorsque la justice en est saisie. La plupart des mandataires à qui nous avions adressé ces questions avaient été emprisonnés. Ils ont dû répondre de leurs actes. Nous n'en sommes pas satisfaits, mais nous disons qu'en termes de contrôle parlementaire, nous étions un peu précurseurs et nous avions suivi.
Après, il y a eu beaucoup d'autres initiatives à l'endroit de quelques autres ministres. Il y en a qui sont passés, il y en a qui ne le sont pas. Il y a eu des questions écrites pour lesquelles nous avons eu des réponses et aussi l'effectivité du changement de ce qui était reproché dans les différents courriers que nous avions adressés. Donc voilà un peu. On vous a jugé d'avoir été cet instrument du FCC pour faire tomber Kabound, on va dire pour titiller un peu le pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, vous vous dites, si jamais une bourde comme ça arrivait, vous n'allez pas le faire? Ou si jamais quelque chose comme ça, ce n'était pas une bourde. Je crois que le temps... Oui, je me rappelle à l'époque, vous aviez même dit que ma carrière politique était finie parce que j'allais en prison. Non, qui, moi Oui, sur votre chaîne. Ah, votre chaîne, pas moi. Non, c'était vous personnellement, mais c'est pas grave. Je crois qu'à un moment donné, avec le temps, avec un peu de recul, les gens ont commencé à comprendre. Vous savez, l'exercice auquel je m'étais livré était un exercice qui était simple. C'est l'exercice suivant lequel, ou selon lequel, je questionnais un collègue sur une allégation qui souillait l'Assemblée. Dans une période de crise comme celle-ci, vous alléguez que pour 2 heures de congrès, les députés exigeraient 7 millions de dollars. Au bas mot, c'est comme si chaque député exigerait plus de 10 000 dollars pour une session de 2 heures. Alors que nous peinons à réaménager le traitement de nos fonctionnaires, de nos militaires qui sont au front. Et donc, je me réveille un matin avec cette information qui tombait le dimanche. Je suis assailli par mes électeurs, les gens de mon quartier. Et je me décide vraiment comme bon enfant. Je demande à mon assistant qui était là, j'ai dit, mais écoute, au lieu de m'embêter comme ça avec cette question, je préfère la poser directement à l'intéressé parce que lui, il doit avoir les données parce qu'il est au bureau. Donc c'était un exercice simple de questionnement parlementaire auquel mon collègue devait se livrer en toute, on va dire, courtoisie. Mais pourquoi vous n'avez pas interrogé les bureaux? Pourquoi vous vous êtes attardé sur la personne? Parce que là, la véracité de fait a été flouée par la personne était le premier vice-président du bureau. Et ce n'est pas le bureau qui s'est exprimé, c'est la personne qui s'est exprimée. Oui. Ce n'est pas une déclaration du président du bureau. Ce n'était pas une déclaration officielle pendant une plénière. C'était une déclaration faite sur un média par le premier vice-président du bureau. Donc il n'y avait pas une main noire? Non, du tout. Et d'ailleurs, avec beaucoup de recul, il faut bien vérifier la situation. Est-ce que vous saviez qu'à un jour du dépôt à un jour du dépôt de ces signatures, je n'en avais que 17. Ça veut dire que j'ai peiné à convaincre même les gens du FCC de signer. Ils ne voulaient pas, parce qu'à l'époque, le président Joseph Kabila n'en voulait pas non plus. Ce qui s'est passé était entièrement de la faute de mon collègue qui, d'après ce que j'ai pu comprendre, avait une altercation dans une conférence de président avec ses collègues du FCC. Et ces derniers lui ont dit, écoute, comme tu as fait ça, tu verras ce qui va se passer. Donc je me suis réveillé un matin, j'ai eu des listes, plus de 37 noms des gens du FCC auxquels je ne m'attendais pas. J'étais même prêt d'abandonner le projet. Mais les faits, comment on saura que c'était faux ou comment on saura que c'était vrai? Mais les faits sont tels que je peux vous dire aujourd'hui, parce que je suis de l'ECOFIN, et je suis le rapporteur du groupe dépenses. Ça veut dire que nous avons un sous-groupe dépenses du Parlement ou des institutions, qui est d'ailleurs dirigé par un collègue qui s'appelle Mugira Neza. Et lorsque vous vérifiez les dépenses qui sont faites de manière annuelle, il n'est nullement question d'une dépense équivalent à 7 millions de dollars pour un congrès. Mais après, maintenant, si lui, il avait des informations contraires, il faut d'abord savoir que c'était le 2e congrès. Donc lorsqu'il s'en est plaint à la télévision sur Top Congo, cela suppose qu'au premier congrès, il avait vu que c'était 7 millions, mais il ne s'est pas plaint. Il s'est plaint pour le 2e, mais pas parce que c'était exorbitant, mais parce que simplement, il voulait déjouer une manœuvre sur base d'une suspicion légitime qui consistait en le fait qu'on pensait que le congrès visait directement le président de la République et que pour éviter le congrès, lui, en tant que chef de file, il devait développer cette rhétorique pour que la population rejette le congrès. Alors, et c'était beaucoup plus facile pour lui. Mais il y a deux choses qui me reviennent à l'esprit. La première, c'est d'abord le fait pour lui de l'avoir dit. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a été contredit. On ne l'a toujours pas contredit. Je suis en train de le contredire parce que je suis rapporteur du groupe dépenses. Je vous dis que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc il a menti. Il avait menti. Pourtant, quelques mois après, il a dit encore qu'il gagnerait autant d'argent pour le permettre de s'offrir une si belle villa. Il a dit tout député à la fin de son mandat peut s'offrir la vie qu'il a. C'est ce que je dis. Moi, je n'ai pas le même niveau de revenu. Il a construit une école à 350 000 dollars. Il n'y a aucune banque qui peut prêter à Jean-Jacques Mamba 350 000 dollars. Donc moi, je ne peux pas. Sa villa, je ne sais pas l'estimer, mais je l'ai vue, cette villa. Et je peux l'estimer à quelques millions de dollars. Alors, si lui
après 5 ans, il peut se construire, après 2 ans, il peut se construire une maison à quelques millions. Je ne gère pas son portefeuille. Pourtant, il a dit, nous parlions, l'Assemblée nationale, tout député, y compris Jean-Jacques Mamba. Mais raison pour laquelle, ça, ce sont les réponses qu'il a données après les nouvelles allégations qui disaient que le chef de l'État faisait voyager des avions de carton d'argent et tout ça. Et pour se justifier de sa villa après les attaques, il explique que tous les députés peuvent se faire cette villa-là. En tout cas, j'aimerais bien qu'une banque me prête quelques millions de dollars pour faire une telle villa, mais malheureusement, je vis dans une vieille maison et aucune banque ne peut m'accompagner sur ce type de projet. Encore une fois. Mais non, ça peut être vrai pour lui, mais de manière générale, donc c'est impossible pour un député de s'offrir cette vie-là. Impossible. Très bien. Si je prends mes calculs, ce que je gagne, ce qui est retenu, ce que nous payons en termes de cotisation sociale, la CESOPA et ainsi de suite, ce que je fais pour les personnes qui m'élisent lorsqu'il faut que j'assiste ou que je participe de quelconque manière, ce qui peut me rester pour mon foyer, il m'est impossible de construire une maison comme celle-là. C'est impossible. Honorable Jean-Jacques Mamba, la deuxième question, toujours dans le même volet, c'est que pourquoi le salaire ou les émoluments d'un député sont mystiques et mystérieux au Congo, au point que la présidente de l'Assemblée nationale a eu du mal à nous dire combien gagnerait un député. Est-ce qu'aujourd'hui vous aurez l'aimabilité de nous dire combien gagne un député? Non, je ne vais pas le faire, je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, c'est comment je veux dire, nous sommes en osmose avec notre population qui nous a, malgré elle et en raison des difficultés que notre pays traverse, qui nous a transformés en relais pour pallier aux insuffisances ou aux carences de l'exécutif national. Ça veut dire que tous les députés que vous voyez sont en fait le prolongement, ils prolongent l'action gouvernementale dans leur circonscription. Je venais de rencontrer un collègue, il y a moins de 10 minutes, qui m'expliquait qu'il venait de finir un stade à Moueka. J'en connais qui ont fait des hôpitaux, j'en connais qui ont fait des écoles. Maintenant, aujourd'hui, par solidarité, si les députés ne veulent pas, on va dire ça comme ça, faire un tohu-bohu ou faire une exposition autour de ceux qui gagnent, je peux aussi les comprendre. Parce que je suppose que vous êtes réveillé le matin, vous êtes venu tranquillement à votre travail, alors que moi, en sortant à 6 heures, j'avais déjà des cas qu'il fallait résoudre, des personnes que je connais et que je ne connais pas, mais qui, au nom de mon électorat, me demandent de résoudre leurs problèmes. Est-ce que vous savez que les Quinois, précisément, je parle d'ici, lorsqu'ils réfléchissent, si vous dites à un Quinois que vous gagnez 5 000 $ et qu'il vient vous demander 50 $ et que vous lui dites que vous ne les avez pas, il ne vous croit pas. J'ai été élu par 10 000 personnes et il m'arrive généralement que vers le 10 du mois, le 15 du mois, je n'ai plus rien. Mais la personne qui te pose le problème ne sait pas qu'avant toi, il y a peut-être 100 personnes qui ont posé le même problème. Mais ça n'explique pas la question J'explique du pourquoi. mystère Non, ce n'est pas un mystère. Parce que vous êtes le premier à afficher les salaires des enseignants. Vous êtes le premier à afficher les salaires de militaires. Mais pourquoi les salaires de députés, on ne les connaît pas, les émoluments? En ce qui concerne les institutions, en ce qui concerne les officiels, il y a un barème qui est connu. Par exemple, je peux vous le dire, à un moment donné, il y a même sur les réseaux sociaux, on avait affiché que les députés gagnaient 4 300. Ce barème a été réajusté à 7 000. Maintenant, je vous le dis, est-ce que nous sommes à l'aise à l'idée que dans une démocratie normale, le salaire de tout le monde devait être connu? Mais aussi dans une démocratie normale, tout le monde vit de son salaire. La transparence, c'est... Voilà, tout le monde vit de son salaire. Mais maintenant, chez nous, la transparence est une forme de piège. Je viens de vous expliquer les situations que nous traversons. Et malheureusement, lorsque quelqu'un vous pose un problème de manière individuelle, il s'isole dans son problème et il a l'impression que son problème est la priorité. Est-ce que Jean-Jacques Et on est généralement mal à l'aise devant une personne qui vous dit « Mais oui, vous gagnez 7 000 $, moi j'ai un problème de 100 $, vous êtes méchant. » En fait, nous sommes exposés à ce genre de choses et c'est comme ça qu'on évite d'ergoter autour de ce que nous gagnons et je comprends l'attitude. Mais vous êtes député. Est-ce que ça ne vous gêne pas que vous gagnez autour de 7 000 $ lorsqu'un militaire qui va au front gagne moins de 200 $? Lorsqu'un enseignant qui a fait de vous, celui que vous êtes aujourd'hui, puisse gagner moins de 300 $. Je pense que ce genre de déséquilibre, la tension qui existe, la tension salariale qui devrait exister entre le moins payé de la République, lorsque c'est la République qui paye, on parle des fonctionnaires de tout genre, lorsque la République paye, la tension salariale qui devrait exister, doit être rationalisé. On doit avoir des ratios. Même aux États-Unis, tout le monde n'a pas le même salaire. Je veux dire qu'on ne peut pas vivre dans une société où on fait croire aux gens que pour chaque type de boulot, nous devons tous avoir le même salaire. Mais ce que nous devons dire aussi, c'est que ne pas avoir le même salaire ne signifie pas qu'il y a des personnes qui doivent vivre en dessous du seuil de la pauvreté parce que c'est leur sort. Et il y a des personnes qui doivent vivre au-dessus.
et qui doivent bien vivre parce que c'est leur droit. Cela n'est pas correct non plus, raison pour laquelle je pense que nous sommes à pied d'œuvre, je veux dire que toutes les institutions, l'IGF y compris, nous au niveau de l'ECOFIN, pour essayer de voir tous les mois, en fonction des recettes qui arrivent, comment est-ce qu'on réajuste. Vous savez que le salaire, au début de cette législature, vous pouvez prendre les médecins, vous pouvez prendre les fonctionnaires, vous pouvez prendre les policiers, vous pouvez prendre les enseignants. L'indice barémique a été augmenté de 30 à 40%. Bon, ce n'est peut-être pas suffisant. Je prends des exemples que j'ai encore donnés ce matin. Je discutais avec un ancien retraité du ministère de la Justice dans l'administration. Les anciens directeurs gagnaient 12 000 francs. Aujourd'hui, ils ont 120 000 francs. Je prends ma grand-mère qui touche la rente de ma défunte mère, parce que c'était sa fille unique. Elle gagnait 36 000 francs. Maintenant, elle est à 190 000 francs. Je veux dire, quelle période? Elle gagnait 36 000 francs jusqu'en 2018. Et maintenant, elle est à plus ou moins 190 000 francs. Sur l'administration de Kabila, elle gagnait 12 000. Oui, maintenant, elle est à 190 000 francs. Mais on vous répondra que la valeur de l'argent, c'est plus la même chose. Oui, de manière relative. C'est ce qu'ils vont vous dire. Non, de manière relative, il y a un choc exogène qui est un choc mondial. Je n'en dis ce qu'on vient pas. De manière relative, l'augmentation n'est pas... Allez, on va dire qu'elle n'est pas proportionnelle de manière absolue. Mais cette augmentation traduit une certaine forme de volonté. Et cette volonté, elle est infinie. Ça veut dire que, au fur et à mesure que les recettes de ce pays vont augmenter, nous avons, nous, l'obligation en tant qu'élus de revoir les conditions salariales de tous ceux qui prestent pour la République, mais aussi d'aménager le cadre des affaires pour que ceux qui travaillent dans le secteur privé aient non seulement l'envie, les moyens et l'ingéniosité nécessaires pour créer des emplois. Qu'est-ce que vous allez répondre à ceux qui pensent que l'Assemblée nationale, c'était lorsqu'il y a des très grandes questions d'actualité, par exemple, sur la sécurité, sur la défense, sur la pauvreté criante? Bon, vous savez, les questions, la pauvreté criante, je ne pense pas. Je crois que nous sommes à pied d'œuvre tous, comme je vous l'ai dit. Je suis à l'ECOFIN, je peux vous témoigner de comment, par exemple, on a mécanisé 55 000 enseignants qui n'avaient jamais touché de salaire. Et comment est-ce qu'on arrive aux équilibres, alors qu'il y en a qui étaient dans les écoles conventionnées qui gagnaient un peu plus. On devait retrancher un peu de ceux qu'ils gagnaient pour qu'on les ramène sur la même base des autres qui ne l'étaient pas. Embaucher en une année 55 000 jusqu'à 60 000 fonctionnaires, ce n'est pas une mince affaire. Donc, pour vous dire, cela est fait à l'Assemblée nationale. Je me rappelle, à la session ECOFIN l'année passée, on nous a coincés jusqu'à 2 h du matin parce qu'on nous a demandé de faire des coupes budgétaires et de dégager les moyens nécessaires pour prendre en charge ces enseignants. Pas plus tard que la semaine passée, j'étais en Bois-la-Loge pour accompagner le ministre du Budget et le ministre de l'EPST pour vérifier que les accords préalablement signés sur ces fameuses augmentations ont été respectés. Et donc, il y avait une évaluation à faire et visiblement, cela a été fait. Donc, je crois qu'il n'y a pas des questions criantes sur lesquelles l'Assemblée ne parle pas. Après, il y a des questions de sécurité. Je peux aussi vous assurer que sur cette question-là, même lorsque vous allez aux États-Unis, qu'il y a une guerre, tout ne se discute pas au Parlement. Les militaires et la stratégie militaire se fait dans une certaine concision et dans une certaine, allez, on va dire comme ça, il y a des secrets de défense, hein, il y a des choses qu'on ne sait pas publier, qu'on ne sait pas discuter. Vous n'allez pas venir discuter au Parlement le fait qu'il y a eu 50 morts et qu'il faut envoyer 500 militaires. Dès que vous le dites qu'il faut envoyer 2000 militaires demain à Bunagana, l'ennemi le sait, parce que ça reste un débat public. Donc je crois que sur les questions de sécurité, nous sommes fortement préoccupés. Je pense que vous avez suivi le président Bosso parler de certains de nos collègues qui seraient impliqués. Sans aucune cause, jusqu'aujourd'hui, aucun député n'a été interpellé pour la question. Le ministre de la Défense dans la sous-commission de défense, hein, j'ai déjà participé à une réunion à la sous-commission de défense. Nous suivons la situation, nous évaluons la situation et j'espère et j'ai bonne foi que d'ici la fin de l'année, en tout cas en ce qui concerne Bunagana et la partie qui est occupée par les ennemis de la République, tout sera mis en œuvre pour qu'il y ait. Est-ce que c'est vrai que vous êtes une caisse des résonances, l'Assemblée nationale? Est-ce que vous êtes dans la poche du président Félix Tshisekedi? Je posais cette question franchement, parce que c'est ce que les gens disent. On dit que vous faites passer rapidement tout ce qui concerne l'état des sièges parce que vous voulez arranger le président Félix et qu'il n'y a jamais eu de débat sur la question, que le président Bosso serait véritablement un bouclier contre la démocratie. Il refuse les travaux parlementaires, il refuse les discussions parlementaires. Est-ce que vous pensez, vous, honorable Mamba, que vous sentez cette pesanteur, cette lourdeur? Ce n'est pas caricatural. Et effectivement, il y a eu beaucoup de couacs en ce qui concerne les débats parlementaires. Vous savez, notre démocratie doit évoluer. J'ai suivi avant-hier un député de la majorité sénégalaise. Il est de la majorité, mais qui dit ouvertement qu'il n'est pas d'accord sur telle ou telle autre chose sans qu'il ne soit sanctionné. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un enfant qui n'est pas d'accord avec vous, il ne va pas cesser d'être votre enfant. Moi, j'évite tout ce qui est djihadisme. J'évite de montrer aux
gens que tout est parfait parce que je suis dans la majorité. Je suis dans un parti qui est dans la majorité. Lorsque les choses fonctionnent très bien, on appuie. Je vais vous donner plusieurs exemples. On peut parler des infrastructures, des écoles, des universités, tout ce qui est en train d'être fait. Au Kasaï central, on est en train de faire une université. À l'UPN, on fait 26 auditoires pour essayer d'accueillir la SP, parce que c'est à côté de chez moi, hein, et la faculté de droit. Il y a plusieurs routes qui sont faites, la route Kalamba-Mbouji, ainsi de suite. Mais je veux dire que les choses qui ne fonctionnent pas bien, il faut les décrier. Maintenant, le sentiment qui est cultivé, qui se construit autour des prestations du président du bureau, c'est un sentiment qui se construit à raison. Mais il faut aussi dire que nous sommes dans le jeu parlementaire. Vous savez, dans tous les pays du monde, une majorité va faire passer ses points de vue. C'est pour cela qu'on l'appelle majorité. Mais est-ce qu'elle fait passer des points de vue sans réfléchir? Est-ce qu'elle fait passer des points de vue sous impulsion de mots d'ordre? Ça, c'est une grosse question. Parce qu'en ce qui me concerne, je peux prendre le cas de la loi électorale dont je suis co-auteur. Nous avons apporté 18 innovations, on n'en a retenu que 3. D'ailleurs, mon sous-groupe est même sorti de la salle à l'époque parce que nous étions opposés au fait qu'on avait rejeté des propositions que nous considérions comme majeures. Par exemple, la question sur la suppléance, la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Nous avons manifesté, mais bon, on a été écrasé par une majorité qui n'a pas voulu nous suivre et nous avons la loi électorale actuelle. Est-ce que nous en sommes satisfaits? Non. Donc, nous devons arriver à un niveau de maturité où être dans une majorité, c'est aussi aider le chef à prendre de bonnes décisions. Ce n'est pas de venir le matin dire chaque jour que le chef est fort, que le chef est béton, que tout va bien, que tout marche bien, que par rapport à ceux qui avaient avant, nous sommes meilleurs. Non, dans toutes les républiques du monde, le meilleur existe toujours. Et même dans une famille politique, lorsque vous faites une action, vous devez vous auto-évaluer et vous dire que vous êtes capable et vous devez faire mieux. C'est dans cet état d'esprit que peuvent être accueillies des critiques positives qui ne signifient pas que vous trahissez, encore moins que vous êtes contre l'action, mais qui signifient simplement que vous voulez apporter un peu plus de rationalité pour avoir des meilleurs résultats. Est-ce que Félix Tshisekedi essaye de se prendre la majorité, disons, de se prendre le fonctionnement de l'Assemblée nationale? Est-ce que vous êtes, on va dire, inféodé par ces Non, idées? je ne pense pas. Mais je pense que comme tout politique, en tant que chef d'une majorité, il veut conserver sa majorité et son programme gouvernemental ou son action ou son bilan repose sur une majorité qui doit accompagner les différents projets de loi, qui doit accompagner son action. C'est un réflexe qui est légitime. On ne va pas reprocher à un chef de majorité d'entretenir sa majorité de telle sorte que mais on va l'empêcher quand même de violer les règles parlementaires et les règles démocratiques. Et c'est pour cela que je vous dis que dans le Parlement, il y a, même dans l'Union sacrée, des voix qui s'élèvent pour dire non à telle ou telle autre chose. Moi, j'en fais partie. Cela ne veut pas dire que j'ai toujours raison, ou cela ne veut pas dire que je ne suis pas dans l'union sacrée. Je suis bel et bien dans l'union sacrée, mais lorsqu'il y a violation de quelconque loi, ou lorsqu'il y a déviation de l'objet pour lequel nous sommes mis ensemble, c'est-à-dire réaliser un idéal qui est le bien-être du Congo et des Congolais, ou le bien-être des Congolais et du Congo, il faut que des voix soient élevées pour que nous revenions sur le bon chemin. Est-ce qu'avec un peu de recul, le basculement de l'Assemblée nationale, de la majorité, aujourd'hui avec un peu de recul, est-ce que vous y voyez beaucoup de fautes? Est-ce que vous dites que dans un prochain, si ça revenait, on corrigerait tel aspect et tel autre aspect? Aujourd'hui, de quel œil regardez-vous ce changement? Mais écoutez, on peut dire qu'il était à un moment donné, on peut s'accorder qu'il était nécessaire. Si nous nous en tenons aux 2 premières années qui étaient marquées par différents blocages de l'action gouvernementale, maintenant en termes pratiques, nous avons quand même l'un des rares pays au monde où vous avez un parti politique dont une partie des membres sont dans la majorité et une autre partie sont dans l'opposition. Sur base d'un arrêt de la Cour constitutionnelle, aujourd'hui nous avons une situation qui est un peu compliquée parce que quid de nos amis du PPRD qui sont dans la majorité, sur quelle liste vont-ils se présenter en 2023 dès lors qu'ils doivent recevoir le mandat du chef du parti? Après, il faut aussi reconnaître une chose. Il faut des fois avoir des réflexions à froid. Je peux vous assurer qu'en 2018, et vous le savez, le président Kabila avait comme souci d'avoir une majorité écrasante. Déjà, il avait toutes les institutions par la nomination des commissaires spéciaux, dont il avait 26 gouverneurs, il avait toutes les assemblées provinciales, il avait la majorité à la CENI en termes de désignation des membres, et puis il avait une coalition de 400 partis politiques. Ce que j'ai remarqué et ce que j'ai noté, lorsqu'il s'est agi de désigner le candidat à la présidentielle, la majorité de candidats que je connais, en tout cas ceux qui étaient à Lukunga et même ailleurs, ont boycotté la candidature de la personne désignée. Cela veut dire que ce n'est pas évident, et dans un pays comme le nôtre, d'avoir une unicité idéologique et penser que parce que vous avez un groupe à un moment donné qui s'accorde sur telle ou telle autre chose, que c'est un groupe homogène sur lequel vous devez vous baser.
Raison pour laquelle il faut continuer à travailler de telle sorte de vous rapprocher au plus des résultats liés à votre programme, liés à vos promesses électorales, et continuer avec ceux qui veulent continuer avec vous, parce que ce n'est jamais garanti, et je ne peux pas le penser, qu'en 2023, nous irons à l'unisson en tant qu'Union sacrée, que tous soutiendront le président de la République. Donc je crois qu'il y aura, et d'ailleurs on l'a bien vu, hein, avec nos amis d'ensemble, il y a des défections. Il y a Jean-Marc Abound qui part, il y a d'autres qui vont partir. Voilà. Et donc le chef de l'État devra s'attendre à un moment donné que sur la dernière ligne droite, il ne soit pas accompagné par tous ceux qui aujourd'hui aiment bien pérorer sur les écrans de télévision à chanter sa gloire. Alors, mesdames et messieurs, vous suivez cette émission, je reçois l'honorable Jean-Jacques Mamba, il est élu de Lukunga, on va parler avec lui, on discute avec lui sur toutes les questions. Maintenant, nous allons parler de la question sécuritaire, on va parler de la question sécuritaire, de la question diplomatique, puisqu'il est très important d'en parler. Honorable, aujourd'hui, les Congolais, on va dire, apprennent chaque jour que Bunagana est sous occupation des forces nuisibles. Nous ne sommes déjà pas d'accord sur l'appellation. Sont-ils des rebelles? Sont-ils des terroristes? C'est le Rwanda? Est-ce le Congolais eux-mêmes? Tout ça, il y a encore une très grande question, et sur le plan national, et sur le plan international. Froidement aujourd'hui, comment voyez-vous la question? C'est une question héritée ou c'est une désorganisation interne qui a favorisé l'éclosion de ce foyer de tension? Bon, écoutez, je crois qu'il faut bien lire l'histoire de notre pays. Le président Mobutu, à l'époque, a connu la même situation lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Il y avait plusieurs foyers de tension. Il y a eu même des rébellions au Katanga. Il y a eu plusieurs foyers de tension. Il s'est battu, bec et ongle, pour ramener la paix sur l'ensemble du territoire national. Mais vous savez, avec nos populations, lorsque vous faites la politique, il faut savoir que les desiderata ou les attentes des populations croissent de manière exponentielle. Une population qui vous demande le pain aujourd'hui parce qu'elle n'a pas de pain, le jour qu'elle aura du pain, elle va vous demander autre chose. Une population qui n'avait pas de courant, le jour qu'elle n'aura pas de courant, elle vous demandera autre chose. De manière exponentielle. De telle sorte qu'à un moment donné, la circulation des élites peut être expliquée par le fait que même si Dieu n'a pas réussi à satisfaire tous nos besoins, ce n'est pas un homme, un individu, quel qu'il soit, qui va réussir à le faire. Je crois que même le président Obama, qui est considéré comme l'un des plus grands présidents américains, est sorti de la présidence avec une cote de popularité très très basse. En tout cas, près de la moitié de ceux qu'il avait à l'entrée de son premier mandat. Donc ça, c'est un phénomène qui est, on va dire comme ça, naturel. Et donc, à un moment donné, malgré que nous avions la paix pendant 32 ans, nous avions dit que ça ne suffisait pas parce que ça ne sert à rien d'avoir la paix sans manger. Donc, on voulait la paix et on voulait manger. Malheureusement, nous n'avons pas bien appréhendé la situation parce que lorsque la rébellion est venue, nous avons accueilli la rébellion à bras ouverts. Nous avons accueilli la coalition AFDL à bras ouverts, qui était faite par des Rwandais, des Ougandais, tous ceux qui voulaient que Mobutu parte. Mais nous n'avions pas vu ce qu'il y avait derrière. Vous savez, lorsque vous êtes voisin d'un pays qui n'a rien sur son sous-sol, un pays dont la densité dépasse celle de l'Égypte, vous demandez à leurs troupes, vous autorisez leurs troupes de venir et de siéger, de venir rencontrer du coltan et ainsi de suite, ça développe des ambitions. Ce qui fait que lorsque nos amis ou nos frères rwandais sont entrés chez nous, ils n'ont plus eu l'envie de sortir. Ils ont voulu s'incruster dans l'appareil de l'État, y rester et profiter au maximum de ce qu'il y a fait en termes de ressources naturelles pour développer leur pays. C'est ça la jeunesse du problème. Et je ne dis pas que je suis contre la MONUSCO, mais je doute fort que si la MONUSCO était au Bandundu, s'il y avait des conflits au Bandundu, la MONUSCO aurait fait 20 ans. Il faut aussi savoir que l'endroit où le bastion, ou l'aire géographique dans laquelle il y a tous ces affrontements, toutes ces atrocités, c'est quand même l'une des plus riches en termes de ressources naturelles au monde. Très rapidement à l'Équateur. J'étais à l'Équateur, voilà, ils sont partis. Même au Kassai, ils sont partis. Oui. Et donc, c'est l'une des plus riches au monde. Vous avez le gaz méthane, la cassitérite et tout ce que vous voulez. Donc, il y a un gros business autour du Nord et du Sud Kivu, ou de l'Ituri en général. Il y a tout ce qu'il faut pour un pays. Ce qui est à la base, ça dépasse largement ce qu'il y a dans tout. Allez, les pays d'Afrique, on va dire, il n'y a aucun pays d'Afrique qui a les richesses qu'il y a dans cette partie du pays. Donc, c'est une guerre asymétrique, mais aussi économique. Maintenant, la question est de savoir pourquoi ça perdure, comment y mettre fin. Et comment les gouvernances ont géré la question. Oui. Alors, avec ces phénomènes de rébellion, il y a eu des brassages. On a vu plusieurs rapports où on voyait bien que nos armes étaient vendues à l'ennemi, que nos tenues étaient vendues à l'ennemi, et que donc il y avait effectivement une forme de désorganisation organisée, excusez-moi l'expression, pour ne pas permettre à nos FARDC
d'atteindre leurs objectifs et de donner aux Congolais ce qu'ils méritent, notamment ceux de l'Est, la paix et la sérénité. Ce n'était pas possible parce que l'armée était gangrenée. Mais vous savez, construire une armée, ça ne se fait pas en 2 jours. On est en train de parler de plusieurs bataillons sur un pays qui est 5 fois plus grand que la France et avec des moyens qui sont extrêmement limités. Et je peux vous dire sur cette question que je ne suis pas très confiant dans tout ce qui est solutions étrangères, MONUSCO, coopération bilatérale, coopération régionale dans le cas des pays de l'Afrique de l'Est et ainsi de suite, pour la bonne et simple raison que rien ne se fait gratuitement et les pays n'ont pas d'amis, n'ont des intérêts. Aujourd'hui, si l'Ukraine a autant de soutien, c'est pas parce qu'on aime les Ukrainiens, mais c'est parce que derrière ce qui se passe en Ukraine, aujourd'hui, le coût du gaz et de l'électricité en Europe occidentale a augmenté de 20 à 30%. D'ailleurs, il y a beaucoup de fournisseurs et même beaucoup d'hôtels, j'ai encore suivi ce matin, qui n'arrivent plus à fournir assez d'énergie pour leur clientèle. Soit ils augmentent les prix, soit ils ferment, parce que ce n'est plus possible. Alors, je veux simplement dire que voilà, lorsque nous réfléchissons de cette manière, nous devons simplement nous dire que la solution, c'est nous. Elle doit venir de nous et par nous. Mais comment nous avons géré la question? Comment, en fait, je vous pose la question pour savoir comment vous comparez les deux gestions. La gestion de Joseph Kabila sous 18 ans et la question de Félix Tshisekedi sous 3 ou 4 ans. Comment les deux aperçoivent la question? Non, vous savez, j'ai souvent suivi sur vos écrans ce genre de comparaison où on parle de 18 ans de Kabila, 2 ans de Tshisekedi. Non, je pense que cette question-là, il ne faut pas la traiter de cette manière. Parce que personne ne sait sur quoi nous allons épiloguer et dans combien de temps nous allons finir. Moi, je souhaite que cette guerre finisse, même demain. Aujourd'hui, Bunagana est entre les mains de nos ennemis, ça fait 2 mois. On espère qu'avant la fin de l'année, ce problème sera fini. Mais personne ne peut commencer une guerre, personne ne sait quand elle va finir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut faire 10 ans, le président Tshisekedi fait son 2e mandat, il le finit, mais au lendemain, vous entendez qu'il y a un petit groupe armé qui est quelque part, qui continue à travailler. Donc il ne faut pas prendre cette question-là en termes de bilan. Il faut prendre cette question-là en termes de responsabilité. Qu'est-ce qui a été fait pendant que M. Kabila était là? Il a fait ce qu'il pouvait faire et nous avons des rapports qui indiquent que ce n'était pas seulement efficace et d'autres rapports indiquent que ce n'était pas sincère. Parce qu'il y a certains témoignages qui disent que les troupes armées étaient armées par nos forces et étaient souvent trahies et elles étaient armées par nos autorités. Il y a des rapports mapping et des rapports de l'ONU qui l'indiquent. Mais est-ce que l'ONU est sincère? Est-ce que la MONUSCO était sincère? Tout le cadre du Oui, mais la MONUSCO, écoutez, la MONUSCO, moi j'ai fait une mission spéciale avec M. Mende, par exemple. Nous sommes allés aux États-Unis et je leur ai dit cash que j'ai fait mes calculs. Vous avez 20% des expats experts à la MONUSCO, dont la masse salariale équivaut à 80% des locaux. Ça veut dire que si vous avez 20 personnes qui gagnent 20 000 $, eh bien les 20 000 $ payent 500 locaux. Alors qu'il n'y a que 20 personnes qui les touchent. C'est un marché de dupes et je n'ai jamais cru à ce genre de solution. Donc, je pense que maintenant, les efforts sont fournis. Parce que moi, je peux vous dire des choses concrètes en termes financiers. L'enveloppe allouée au FARDC a doublé. Il y a beaucoup plus de moyens aujourd'hui. On a essayé de motiver nos militaires au front en augmentant leur solde. Ce n'est pas significatif, mais c'est un très bon début. Et je sais que dans la prochaine session ECOFIN que nous commençons en septembre, nous allons augmenter parce que les recettes vont le permettre. Donc, il faudrait, sur le plan logistique, d'abord sur le plan de la motivation des troupes, que les conditions salariales soient améliorées, que leurs primes soient améliorées. Il faut que les conditions logistiques soient améliorées, c'est-à-dire on est en train de parler de leur ration, on est en train de parler aussi de tout ce qui tourne autour de la couverture médicale, la couverture santé lorsqu'ils ont des problèmes, mais aussi la couverture sociale pour les militaires qui perdent. Comment vous croire lorsque celui qui a été vice-président de l'Assemblée nationale dit clairement que l'armée ne reçoit absolument rien et que rien n'est fait pour l'armée, aucun investissement sérieux? Le premier président, qui est un collègue que je respecte beaucoup, avait dit que nous dépensons 7 millions pour un congrès. Il a même dit que Jean-Jacques Mamba peut construire une maison comme la sienne parce qu'il est bien payé. Bon, écoutez, laissez-moi mettre en parenthèse tout ce qu'il dit. Moi, je vous parle des chiffres. Et les chiffres que j'ai, parce que je suis rapporteur du groupe dépenses depuis 3 ans, ce sont des chiffres qui croissent. Combien? Non, je ne vais pas vous les donner, c'est un secret défense. Ce sont des chiffres qui augmentent d'année en année. Et vous dites que c'est doublé?
En tout cas, de la première année à la troisième année, on est presque du simple au double. Et ce n'est pas encore assez. Vous savez qu'il nous faut des hélicoptères de combat, oui. Il nous faut des avions de chasse, il nous faut plus de logistique au sol. Vous êtes sous embargo, comment vous allez faire? Non, 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 la question d'embargo, je ne vais pas la traiter ici, mais je crois que la question est en voie d'être réglée. On a besoin de plus de moyens au sol aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent être faites, et je pense que le gouvernement en a fait une priorité, et nous devons faire confiance. Vous savez que ce sont quand même les seules personnes qui acceptent de mourir pour vous et moi, qui quittent leur famille pour aller combattre, pour protéger l'intégrité territoriale. Je n'aimerais pas qu'on fasse de leur sort une question polémique, mais j'aimerais croire, sur base de ce que moi je vois, je me limite à ce que je connais, c'est que les chiffres augmentent et la tendance est à l'augmentation des budgets de l'armée pour défendre la patrie. La question du Rwanda, comment vous l'abordez? Comment l'Assemblée nationale aborde la question du Rwanda? C'est des voisins éternels, on ne pourra jamais faire pour déplacer les... J'ai toujours eu un pincement... Soit nous les annexons, soit ils nous annexent. Non, j'ai un pincement de cœur parce que c'est comme quand un éléphant se plaignait du bruit d'un coq, c'est-à-dire un coq qui tourne autour de lui, qui le dérange, il suffit qu'il l'écrase. Moi, je n'aime pas faire l'apologie du Rwanda. C'est un tout petit pays dont la population est inférieure à celle de Kinshasa. 13 millions d'habitants. Et nous en faisons la pub de manière inconsciente. Le problème, ce n'est pas le Rwanda, le problème, c'est nous. Et nous devons être plus disciplinés, plus consciencieux. Nos jeunes doivent le plus s'engager, nous devons les attirer pour qu'ils s'engagent davantage, assainir nos finances publiques, soutenir au maximum nos forces armées, soutenir notre administration et créer une armée dissuasive. Il faut qu'aujourd'hui, nous arrivions à un niveau tel qu'un pays qui veut s'aventurer chez nous soit déconseillé par les voisins. C'est-à-dire que quelqu'un qui se réveille un matin et dit, bon, tout côté on a Congo, qu'on lui dise, non, 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 ne fais pas ça, tu vas aller mourir. Mais vous n'avez rien pour les effrayer. Non, nous devons le construire. C'est pour cela que je vous parle du budget de l'armée qui doit croître. Ouais. Donc, il est passé presque du simple au double en 3 ans. Espérons qu'avec le travail de l'IGF et avec les efforts des uns et des autres, ce budget pourra encore augmenter pour doter effectivement notre armée de tous ces moyens-là. Ce n'est pas automatique. Hein. Je suis fils du militaire, j'ai un peu fait l'armée aussi dans ma vie. Je peux vous assurer que les questions de guerre, regardez bien ce qui s'est passé avec l'Ukraine. Poutine avait un plan d'1 semaine maximum. Nous sommes aujourd'hui à 7-8 mois. Quels moyens technologiques lui manque-t-il? Il en a. Il a les moyens technologiques, il a des moyens balistiques, il a tout ce qu'il faut. Même des moyens. Il a tout, mais il n'a pas fini son travail parce que ça continue, il y a résistance. Donc il faut savoir qu'à chaque fois que vous avez un plan de guerre, que vous avez une stratégie de guerre, votre ennemi, il a un contre-plan pour vous contrecarrer ou pour résister. Et nous sommes dans cette dialectique où vous avez des rebelles qui sont à Bunagana, ils ne sont pas à Bunagana par hasard. Parce que Bunagana, c'est comme un petit carrefour, donc c'est difficile d'attaquer Bunagana sans toucher l'Ouganda. Je parle par exemple des obus. Si vous devez lancer des obus sur Bunagana, il y a très forte chance qu'ils traversent l'Ouganda et que l'Ouganda dise « vous nous avez attaqué, on réplique ». Donc c'est une zone sensible, ils sont allés se nicher là, et puis ils n'ont pas progressé depuis, c'est parce qu'ils savent que pour les attaquer à cet endroit-là, c'est un peu compliqué, mais je pense que tout sera mis en œuvre et ils seront hors d'état de nuire dans les jours qui suivent. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'approche que le chef de l'État a mise en place avec, je veux dire, sa diplomatie tout simplement, il y en a qui pensent que la diplomatie du président de la République est une diplomatie de nul, il y en a d'autres qui pensent que c'est une diplomatie des faibles. De quel œil voyez-vous la diplomatie sous Félix Tshisekedi? Bon, je crois qu'il y a eu une phase où il y a eu beaucoup de bonne foi, où il a d'abord montré la bonne foi, c'est-à-dire qu'il est allé vers Kagame. Je crois même qu'à un moment donné, il a dit que c'était son frère, ce qui n'est pas faux. Tous les Africains sommes des frères, mais malheureusement, il y a des bons et des mauvais frères. Et donc Kagame fait partie des mauvais frères. Et je crois que dans la première phase, il a eu cet élan volontariste où il voulait être en bon terme avec tout le monde, essayer de régler les problèmes de la région, mais il a été buté à la réalité. La réalité, elle est strictement égocentrique et économique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Kagame n'a aucun intérêt, alors aucun, que la paix revienne à l'est du pays, parce qu'il sera privé de tout. Aujourd'hui, il exporte l'or, il exporte le coltan qu'il n'a pas. Il l'exporte pourquoi? Parce qu'effectivement, dans ces zones troubles, il y a une exploitation quasi illégale ou illicite, ou une exploitation en tout cas anarchique, de telle sorte qu'on ne peut pas expertiser, qu'on ne peut pas tout vérifier à cause du désordre, et il en tire les dividendes. Donc ça ne l'intéresse pas qu'il y ait de la paix. Ça ne l'intéresse pas que tout fonctionne bien. Ça ne l'intéresse pas, par exemple, que ceux qui ont besoin des minerais viennent directement chez nous les acheter. Ça ne l'intéresse pas qu'il quitte la liste des exportateurs de l'or, du coltan. Donc ça, il fallait en tenir compte. Et aujourd'hui, face à la réalité, je crois que nous avons pris la bonne attitude. Je regrette simplement que
l'ambassadeur rwandais n'ait pas été expulsé. C'est ce que moi j'aurais fait. Mais qu'à cela ne tienne, tous les rapports bilatéraux, les contrats bilatéraux ont été suspendus. Et j'espère qu'on va aller crescendo en termes de sanctions, en termes d'attitude. Parce que je ne pense pas que nous pouvons avoir la calmie quelconque avec Kagame, parce qu'il vit son fonds de commerce, c'est la misère des Congolais. Comment voyez-vous l'arrivée de ce secrétaire américain, comment il s'appelle, Blinken, si je ne me trompe pas? Comment voyez-vous son arrivée, applaudi par certains, qui s'occupe de ce qu'il y a dans son pays. Moi, ce genre de personnage, avec tout le respect que j'ai pour les États-Unis, la venue de X ou Y, le départ, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que aujourd'hui, s'il y a des troubles à Kinshasa, le premier communiqué qu'il y aura à l'ambassade des États-Unis, c'est demander aux ressortissants de ne pas sortir, et puis un avion qui viendra, qui prendra les Américains et qui partira. Ils vont vous laisser dans votre... Excusez-moi l'expression, je ne vais pas la dire ici. Et donc, je veux dire, moi, ça ne m'a jamais intéressé. Ce que Blinken a dit, ce que Perriello a dit, ils peuvent s'occuper de leur pays. Il y a beaucoup de problèmes là-bas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que nous disons, ce que nous voulons pour notre pays, ce que nous voulons construire pour notre pays. Donc, nos solutions sont endogènes. Nous avons toutes les solutions à portée de main. Très bien. Alors, on va terminer notre question avant de prendre la dernière rubrique. Parlons politique maintenant. Félix Tshisekedi, puisque vous êtes de l'Union Sacrée, on va le dire, Félix Tshisekedi connaît des départs de plus en plus. Et là, il y a Franck Diongo qui venait de claquer la porte, il y a Jean-Marc Kabound qui venait de claquer la porte de la manière la plus fracassante que possible. Il y a d'autres qui sont partis, il y a l'ensemble qui ne dit vraiment pas clairement qu'il est parti. On a l'impression que le seul à être loyal avec Félix Tshisekedi reste Jean-Pierre Bemba. Mais dites-nous un peu, d'abord vous personnellement, comment Félix Tshisekedi ou comment l'Union Sacrée pourra-t-elle gagner les élections en 2023 si déjà aujourd'hui elle perd pratiquement tous ses bras? Extra-parlementaire, bien sûr. J'aurais vraiment du mal à répondre à cette question. J'aimerais vous rappeler que je suis membre du MLC, que mon parti a adhéré à l'Union Sacrée et que je ne suis dans aucun organe décisionnel ou stratégique de l'Union Sacrée pour être en mesure de répondre à ces questions-là. Donc je suis, on va dire, dans mon cocon de député national et j'aurais vraiment beaucoup de mal à vous parler des stratégies de l'Union Sacrée pour gagner les élections. Bon, les stratégies du MLC. Bon, les stratégies du MLC sont les mêmes, c'est-à-dire que depuis des années, nous avons toujours bataillé pour un État libre, prospère et de droit. Et sur base de l'évaluation de l'action gouvernementale, comme je viens de vous le dire, il y a des choses que nous pouvons revendiquer. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que, bon, à une certaine époque, on avait... il y avait une forte lumière sur le porte-parole. Il y avait des porte-paroles très brillants à l'époque. Il y avait des Germain Kambinga, il y avait des Yves Kisombe, tout ça. Il y avait des porte-paroles. Quand ils passent à la télévision, nous avons envie de les suivre. Aujourd'hui, lorsque je regarde les communicateurs de l'Union Sacrée, pour ceux que je connais, ils ne donnent pas trop envie de suivre. Et j'ai l'impression qu'ils passent vraiment à côté de ce qui est essentiel. Je viens de vous donner 4-5 choses qui sont faites, qui sont très positives, sur lesquelles on peut communiquer. Pas seulement parce qu'elles sont faites, mais surtout l'impact qu'elles auront sur la vie sociale, mais ils n'en parlent pas. Mais si tout le monde communique comme il veut, il n'y a pas de structure. Mais voilà pourquoi je vous dis que je suis très mal à l'aise à l'idée, parce que je n'en fais pas partie. Je ne suis pas de là. Mais si je peux orienter ou donner un conseil, c'est qu'il faut qu'il y ait un porte-parole, pas seulement du gouvernement, mais des communicateurs aguerris, qui puissent expliquer les choses. Parce que ce pays n'est pas facile. Quel que soit le président qui viendra, s'il y a un minimum de volonté, nous devons consolider les acquis. Je mets sur chaque fois, lorsque je vois des gens qui ont comme fonds de commerce, de parler des 18 ans de M. Kabila. Il faut voir comment il a trouvé le pays. À son actif, il y a des choses. Son passif, il y en a aussi autant. Il y a beaucoup de choses qu'on peut lui reprocher. Et cela est valable pour tous les présidents. Que ce soit ceux qui sont passés et décédés, que ce soit le président Tshisekedi, et comme celui qui viendra après le président Tshisekedi, ça sera toujours une comptabilité à partir de là. Mais comment voyez-vous l'action de Joseph Kabila aujourd'hui? Il y en a qui pensent qu'il n'a rien fait depuis qu'il est là, et que c'est pire qu'avant. Il y en a qui pensent que vaut mieux Kabila que lui. Aujourd'hui, vous, en tant que député national, comment voyez-vous la question? Je pense qu'il y a, pendant les 18 années de Kabila, il y a eu beaucoup de choses qui étaient négatives en ce qui concerne la violation des droits de l'homme, en ce qui concerne l'exercice démocratique. Mais il y a eu aussi une architecture institutionnelle qui a été construite. Il faut quand même savoir dans quelles conditions le président Kabila et à quel âge il a pris ce pays.
Aujourd'hui, nous sommes tous derrière une constitution, nous sommes tous derrière une cour constitutionnelle, nous sommes tous derrière un conseil d'État, nous sommes tous derrière un conseil économique et social, nous avons le CNSA et ainsi de suite. C'est une architecture institutionnelle construite à l'époque de M. Kabila, sur laquelle nous nous reposons aujourd'hui pour fonctionner. Donc, il est venu, il n'a trouvé rien de tout cela. Il a trouvé une Cour suprême qui était dans un état que vous devez savoir. Et aujourd'hui, nous avons toute cette architecture. C'est vrai que c'est passé par des députés. Mais aujourd'hui, ce pays est doté d'une constitution que tout le monde veut respecter. En tout cas, tout le monde s'en réfère lorsqu'il veut se défendre ou lorsqu'il veut avancer sur des arguments. Et pour la passer au référendum, c'est tout un problème. Après, il y a une armée qui n'a pas été bien construite, mais il y a une armée qui a existé. Il y a une administration aussi qui a existé. Et donc, le vrai problème que nous avons, nous les Congolais, c'est que nous ne voulons pas consolider les acquis. Je vous donne un exemple qui est plutôt simple. On nous a parlé de la machine à voter. Lorsque Nang a défendu la machine à voter, personne n'en voulait. Parce qu'on estimait que c'était une machine qui allait permettre de tricher. Il nous a expliqué qu'elle pouvait être utilisée sur 2 cycles. D'abord, elle nous a permis d'économiser du papier, mais regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'on a fini les élections, on a même chassé la CENI des entrepôts de la MONUSCO parce qu'ils avaient besoin de leur entrepôt, et on n'a pas pris le soin de conserver ces machines qui pouvaient même servir pour ce cycle électoral. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on a passé un appel d'offres avec Mirou pour 60 millions, un peu plus de 60 millions pour des nouvelles machines. Et ça sera le même travail. Donc si monsieur... On aurait dû garder les anciennes machines. Voilà. Et si monsieur Kadima ne les conserve pas, ben celui qui viendra après lui va encore dire, moi j'ai des problèmes de machines. Donc à chaque cycle électoral, on va commencer à dépenser 100 à 150 millions pour acheter des machines pour l'enrôlement, acheter des machines pour le vote. Donc nous devons consolider les acquis. Consolider les acquis, c'est de reconnaître que Mobutu nous a laissé un pays uni, où les gouverneurs n'étaient pas forcément les originaires des provinces, et qu'aujourd'hui, ce que nous avons voulu transformer, il est pratiquement impossible à Mukongo d'aller se présenter comme candidat gouverneur à l'Équateur. Alors qu'à l'époque de Mobutu, c'était possible. Mobutu nous a laissé un pays où vous pouviez circuler à n'importe quelle heure sur l'ensemble du territoire national. Le territoire était protégé. Mais nous avons rejeté tout cela, parce que nous disions qu'il fallait même remplacer Mobutu par une mouche, mais il fallait qu'il parte parce que c'était la solution du Zaïre. Mobutu est parti, la solution n'est pas arrivée. Kabila est parti, la solution n'est pas arrivée. On a dit la même chose pour Kabila. On nous a dit pour Kabila... une chèvre que Kabila. Voilà, mais Kabila est parti, la solution n'est pas arrivée. Il n'y a pas de solution instantanée, si ce n'est que l'effort collectif dans la consolidation et dans se dire, si Kabila s'est arrêté à A, eh bien nous allons commencer avec le A et nous allons faire le B, nous allons faire le C. Là où le président Tshisekedi va s'arrêter, celui qui viendra, il devra dire, bon voilà, le président Tshisekedi a fourni des efforts pour la gratuité de l'enseignement primaire. Eh bien, si c'est une totale réussite, dans 2-3 ans, parce qu'il y a encore beaucoup de couacs, eh bien, moi je vais faire la gratuité de l'enseignement universitaire, je vais donner des bourses aux étudiants. Si le président Tshisekedi avait fait arrêter le salaire, le dernier policier de toucher 500 $, eh bien moi quand j'arrive, il faut que le prochain policier, dans ma législature, touche 750. C'est comme cela qu'on atteint le développement. Mais lorsque vous venez, que vous faites table rase, vous vous en prenez à cœur joie, à bypasser, vous mettez tout de côté parce que vous dites que vous êtes spécial et que vous allez tout recommencer à zéro, et bien vous donnez du retard au pays simplement. Est-ce que vous êtes en train d'être neutre sur la question ou vous êtes objectif tout simplement? Je resterai objectif, je crois que c'est l'un de mes plus gros défauts, c'est l'objectivité. Je dis aujourd'hui que le président Tshisekedi est en train de construire des choses qui sont très remarquables. Il a montré une certaine volonté dans l'amélioration de beaucoup de choses, mais je ne pense pas qu'en 10 ans il va les finir, qu'il atteindra vraiment ce qu'il veut. Il faudrait que celui qui vienne après puisse continuer. On ne peut pas dire aujourd'hui que parce que dans certaines écoles, maintenant les parents recommencent à payer les frais, que c'est un échec. Parce qu'il faut quand même dire qu'il y a 55 000 enseignants qui sont payés et moi je l'avais dit parce que j'avais même écrit au ministre Tony, moi pour lui dire que la capacité de salle de classe d'accueillir ses élèves n'était pas garantie. Parce qu'il n'y avait pas de construction de nouvelles écoles. On pouvait y aller par palier. Bon, comme c'était une visée électoraliste, tout le monde voulait lancer le président dans cela, gratuité, et puis ça nous a rattrapés. Mais tout n'est pas mauvais. Parce qu'on peut continuer, on peut encore donner davantage de moyens, des frais de fonctionnement aux écoles pour que nous atteignions d'ici l'horizon 2023, l'année prochaine, peut-être 80% de gratuité effective. Mais si nous nous décourageons mutuellement, si lorsque on voit que les routes sont faites à Kinshasa, il y a quand même la volonté de faire des routes, des universités, des hôpitaux, et qu'on vient dire il n'y a rien, et bien ce qui va se passer, c'est la pression qu'elle viendra, elle va considérer que rien n'a été fait, elle va chercher à tout recommencer et laisser même des chantiers. Et ça sera un éternel recommencement. Et ça sera un éternel recommencement. Très bien. Alors on va terminer. Parlons, avant de cette rubrique, il y a la politique, que je voudrais bien en parler. Est-ce que Jean-Pierre Bemba pèse aujourd'hui, politiquement, puisqu'il y en a d'autres qui pensent qu'il a été déplumé et qu'il a
il va partager les bilans avec Tshisekedi. Pensez-vous que le MLC est-il déplumé ou il est requinqué? Non, je pense que M. Jean-Pierre Bemba est une icône et qu'il y a des indicateurs qui ne trompent pas. Je pense qu'il vient de faire sa tournée à l'Équateur. Et partout où il est passé, il y a eu un bain de foule et il y a eu une audience qui était là pour l'entendre et l'écouter. On n'efface pas la vie d'une personnalité comme Jean-Pierre Bemba par un coup de revers. Voilà. Après, vous savez, il y a le thermomètre, ce sont les élections. Aujourd'hui, vous pouvez aller être l'homme le plus populaire, l'homme le plus suivi, le plus aimé, mais le seul thermomètre, la valeur absolue, ce sont les élections. Donc je pense que cette question aura sa meilleure réponse au résultat. Il sera candidat président? C'est son droit le plus légitime, mais c'est sa décision. C'est la décision du Congrès et je ne suis pas dans ses secrets pour vous dire s'il le sera ou ne le sera pas. C'est souhaitable qu'il le soit. Je crois qu'il a été 3 fois. Une 4e fois peut être la bonne, mais le Congrès en décidera et puis lui-même, il doit vouloir. S'il concède le fait de soutenir le président Tshisekedi et que cela est validé au Congrès, il soutiendra le président Tshisekedi. Donc à mon niveau, je ne peux pas répondre à sa place. Une question polémique, vous le permettez? Tout est permis. Très bien. Alors, Katumbi, Tshisekedi, Katumbi, Kabila, Matata, ils forment un front aujourd'hui. Comment vous arriverez à les battre? Quand on considère que Katumbi et Kabila, c'est pratiquement la partie est de la République, avec Matata y compris, et que la partie Équateur, il y a déjà, je crois, Makila et les autres qui sont aussi là. Comment vous pensez battre ce front-là? Si on y ajoute bien évidemment Kabound et les autres. Mais dans toutes les provinces que vous citez, la plupart des gouverneurs sont de l'Union sacrée. Le gouvernorat, c'est la mesure des élections au second degré, qui est le choix des députés provinciaux qui, eux, sont élus directement par la population de suffrage universel. Comment est-ce qu'on est arrivé en tant qu'union sacrée à conquérir certaines provinces? Je crois que la stratégie électorale ne veut pas que nous nous mettions en position victimaire, encore moins que nous la jouions comme si tout était fait. Le tout, c'est le travail. Aujourd'hui, je crois que le travail à faire, il est encore énorme. Et une concentration sur le travail permettrait de gagner les indécis. Après, je ne peux pas négliger ce front. Personne ne va négliger Katumbi, Matata, le président Kabila, Kabound ou le président Fayoulou. Ce sont des personnalités de grande envergure. Mais c'est une bataille électorale, c'est comme lorsque vous allez à un match de football, ça demande de la préparation, ça demande de la stratégie, et je convie ceux qui dirigent l'Union sacrée à faire tourner la machine en termes de réflexion, en termes de travail, en termes de présentation de bilan, pour atteindre les plus petits recoins. Je crois aussi qu'avec le projet des 145 territoires, s'il est mis en branle et qu'on peut avoir des résultats avant la fin de l'année prochaine, on va quand même essayer d'avoir beaucoup d'indécis. On sait tous qu'on n'a jamais avancé avec ces projets. On a beaucoup entendu parler du projet, mais sur la pratique, on ne voit toujours pas de projet. Oui, parce que ce sont des projets qui demandent des appels d'offres. On nous informe au guichet unique qu'il y a beaucoup d'ONG et beaucoup de sociétés qui sont créées pour le besoin de la cause. Oui, le problème, c'est qu'il y a un cahier de charge, c'est une procédure de passation de marché. Vous savez, les procédures de passation de marché, moi je viens de gagner un marché il n'y a pas longtemps à l'INPP, la procédure a pris 6 mois. Il y a des procédures, ça, il faut l'ouverture des prix, analyse des offres, et puis voilà, c'est des réunions et des réunions, on parle quand même de 145 millions de dollars, on ne parle pas de 2 millions de dollars ou de 200 000. Donc je crois qu'ils sont dans ce processus-là, et à un moment donné, ceux qui vont remporter les appels d'offres vont se mettre à pied d'œuvre, parce que les moyens sont disponibles. On verra bien comment ça va se passer. Le chef de l'État était au Tchad, ça a suscité beaucoup de problèmes, puisqu'il a dit que l'opposition de Bato Bazalelo, l'opposition à PT, et d'autres sont offusqués parce qu'il a parlé de la dame, celle qui insulte, on va dire. Alors, quel est votre point de vue? Est-ce que le chef de l'État aurait dû dire ça? Puisqu'on a sorti finalement le livre comment il s'appelle, d'Hollande, un président ne devrait pas dire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, écoutez, des fois, j'ai envie d'être le conseiller du chef de l'État en matière de communication, parce que je considère qu'il est le père de la nation, que son épouse est la première dame, et qu'il dirige un pays où il y a plein de voyous, il y a plein de chégués, il y a aussi des impolis, il y a des intellectuels, il y a de tout dans le pays. Et Moutoumsoko Bendanois,
il raconte des bêtises sur le président, qui n'a pas vérifié. S'il rencontre un magistrat qui va le mettre en prison pour ça, on va arrêter la moitié de la ville. Je crois qu'il faut répondre par le travail et communiquer davantage par ce qui est fait pour séduire. Parce qu'au fait, vous pouvez être aujourd'hui hostile à l'action du chef de l'État parce que personnellement, vous ne la vivez pas dans votre vie. Mais dès lors qu'il y a des choses qui sont faites et dont vous êtes bénéficiaire, vous changez d'avis. Nous devons nous battre pour que les gens changent d'avis. Nous ne devons pas nous battre pour que les gens nous aiment ou nous battre pour que les gens arrêtent de parler. Pour qu'ils changent. Parce que là, ça augmente l'animosité et ce n'est pas bon. Je crois que la maman, c'est une Congolaise. Elle peut s'exprimer comme elle veut, avoir raison ou pas raison. Mais voilà, elle n'est pas la seule à s'exprimer de la sorte. Il y a beaucoup de gens qui s'expriment comme ça et puis qui changent d'avis. Regardez la vie politique de notre pays. Je ne vais pas citer des noms, je les ai cités dans une émission. Combien de gens insultaient Kabila et après on commence à le vénérer? Combien de gens qui sont dans l'Union sacrée aujourd'hui traitaient monsieur le président de la République de tous les noms, tous les noms d'oiseaux. Et aujourd'hui, ils sont en train de changer. Donc je crois qu'il y a toujours des possibilités lorsqu'on est le chef de l'État de prendre sur soi. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que des fois ça touche à la dignité, je sais qu'il y a des personnes qui insultent, mais Jules aussi insulte les gens, Gulit aussi il insulte les gens, mais je crois que... Gulit, j'ai jamais entendu, mais l'autre, Jules, oui, il a fait la prison pour ça. Oui, il a fait 2 mois, il est sorti, les autres ont fait un peu plus que ça. Mais en tant que président de la République, et par rapport à ce qui est fait, je crois qu'il doit davantage communiquer sur les avancées de ce pays, parce qu'il y en a. Donc, si vous étiez conseiller de chef de l'État... J'allais lui dire, président de la République, lorsque vous êtes au Tchad, parlez de l'augmentation du salaire des médecins, parlez des routes qui sont faites, parlez de l'université... Oui, mais c'est sur ça qu'il doit s'attarder. Ah ouais, il doit parler de l'université qui est faite au Kasaï central, il doit parler de comment on réaménage l'UPEN, il doit parler de comment les fonctionnaires, toutes catégories confondues, connaissent une augmentation et ce qui sera fait pour eux. Il doit parler de l'impact de certains projets, par exemple pour l'eau, la desserte en eau et l'électricité. Il y a une usine qui fabrique des câbles maintenant sur place, de l'Embaoumbu et celle de l'ozone et tout ça. Aujourd'hui, il y a une usine qui fabrique des câbles électriques avec notre propre cuivre. Ça permettra à la SNEL de répondre de manière plus présente aux différents défis énergétiques et tout ça. De l'or à Bukavu. Raison, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que il faut que les communicateurs de l'Union sacrée axent davantage leur communication sur ce qui est fait. J'étais très surpris de discuter avec l'ancien secrétaire général du ministère de la Justice, qui m'expliquera comment est-ce que les anciens directeurs retraités sont passés de 12 000 francs à 120 000 francs. Je n'avais pas cette information. Et beaucoup de communicateurs de l'Union sacrée ne connaissent pas l'information. Ouais. Et je crois que tout doit être axé sur cela. Le président est une personne, ma foi, qui a une certaine sensibilité, et je le comprends. Je comprends qu'il ne supporte pas ni lui ni son épouse. Mais nous vivons dans un pays où il est le père de tout le monde. Il y a des fous qui sont dans ce pays. Très bien. Donc il doit supporter et passer à l'essentiel, c'est-à-dire mettre en valeur ce qu'il fait. Alors, honorable, vous allez regarder la télévision. Alors, ce qui va se passer tout à l'heure, ça va être des photos. Et ces photos, vous allez les commenter. Moi, je n'aurai pas de relance. D'accord. Donc, chaque photo, vous commentez et vous passez. Si vous connaissez la personne, vous commentez. Si vous ne la connaissez pas, eh bien, on passe. Nous allons prendre la première photo, s'il vous plaît. Ah, c'est une personnalité que je connais personnellement, que j'apprécie beaucoup. Le sénateur Bahati Lukwebo. Et j'ai beaucoup d'estime pour lui. Photo suivante. Ah, mais lui, c'est le chef de mon parti. C'est Igwe Jean-Pierre Bemba Gombo. Photo suivante. Ah, honorable Baba Lawandou, notre secrétaire général. L'un des plus fidèles que j'ai trouvé au parti, qui est encore et qui y sera, donc chapeau. D'une constance assez terrible quand même. Hein? Remarquable. Remarquable, je veux dire. Passons. Oh, Losenjola, collègue Losenjola. C'est une personne très sympathique. Nous étions avec, d'ailleurs c'est vraiment parmi les personnes qui m'ont bien accueilli au MSC. La première fonction que j'ai eue en tant que secrétaire national chargé de l'idéologie, c'est pendant qu'il était secrétaire général, il m'avait fait cet honneur-là. Et rien que pour ça, ça me fait beaucoup de plaisir de le voir. Passons. Ah, Vital Kamere, le DIRCAB, l'un des mieux élus du Sud Kivu. Une personnalité controversée, mais avec beaucoup de talent et un savoir-vivre exceptionnel. S'il faut lui attribuer, on va dire, un nom dans le football, qui serait-il?
Ah, lui, il est meilleur que Messi. Très bien, on passe. Ah, Joseph Kabila Kabange. J'essaie de m'entraîner, des fois, à passer toute une journée sans parler. Il est d'un calme exceptionnel, Menakokate. Lui, il est d'un calme, il est stoïque. Les Kinois disent Usine Akara. Non, j'aime bien la maîtrise qu'il a. Il a cette forme de calme qui lui donne un avantage sur ses adversaires parce que c'est difficile de savoir ce qu'ils pensent. Donc, en politique, lorsqu'on ne sait pas savoir ce qu'il y a dans votre tête, c'est un gros avantage. Comment on fait 18 ans pour vous un pays des fous et des malades et sans péter les plombs? Ah, il faut être comme lui. On va passer. Ah non, lui, s'il était footballeur, vous allez dire quoi? Lui, ben, c'est le gardien du temple. Hein. C'est le gardien. On va passer. Ah, Papa Mbosso. Mais lui, c'est le chef de notre... Vous avez dit papa ou Pépé? Papa. Ah, d'accord. Okay. Papa Mbosso, il est le président du bureau de l'Assemblée, mais ce que je retiens de lui, c'est une personne qui a une très grande touche sociale. C'est un gros altruiste et un bon animateur aussi. Après, on peut lui reprocher l'une ou l'autre chose, mais je crois que c'est une bonne personne. Très bien. S'il était joueur, il serait qui? Oh, lui, il peut faire tous les rôles. Hein. Il peut jouer tous les postes. D'accord. On passe. Une autre photo. Alors lui, c'est un jeune homme que j'apprécie d'une certaine manière. C'est un jeune homme qui est courageux, qui a eu une chance extraordinaire. Il s'est retrouvé à un âge, à moins de 40 ans, président du parti présidentiel, secrétaire général d'un très grand parti, le plus grand et le plus vieux parti d'opposition de notre pays. Je lui souhaite beaucoup plus de maturité. Et je pense que sa carrière n'est pas finie. J'espère qu'il sera acquitté. Bon, et je lui souhaite bon vent, mais vraiment avec une bonne dose de maturité, de mesure dans les propos qu'il tient sur la place publique. Avez-vous de relations personnelles? Non, on s'est parlé après les événements. Je n'ai rien contre lui. C'est un collègue député. On se doit d'être solidaire. Je sais qu'il traverse des moments difficiles, mais je crois que ce n'est pas la première fois qu'il est en prison. Il est un peu habitué. À l'époque de l'UDP, ceci, il était arrêté. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais je veux vraiment qu'au sortir de cette épreuve, qu'il prenne la dimension qu'il mérite, parce que les fonctions qu'il a occupées ne l'autorisent plus à se comporter comme un militant. Photo suivante. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Une personne très volontariste, plutôt très sympathique aussi. Je crois qu'il aime son pays à sa manière et il essaie de faire ce qu'il peut faire. Mais il est vrai, je veux dire, vous savez, être président de la République, c'est un rôle. C'est comme dans un film, on vous donne un scénario et puis on vous dit, vous devez être le méchant. Être président de la République, c'est un rôle. Mais lui ne joue pas le rôle, il est juste Félix. Et donc, j'apprécie ce qu'il est, l'amour qu'il a pour le pays. Et j'espère que pour le temps qu'il lui reste à la tête de l'État, il pourra accomplir ce qu'il veut accomplir. Si vous avez été demandé de changer 2 choses en lui, lesquelles vous changerez? Son entourage, la première. Et je crois que c'est le plus important. Est-ce qu'il y a d'autres photos? Il y a une photo suivante? Ah, ok. L'éminent professeur Mbata, l'éminent professeur de droit constitutionnel, président de la premier vice-président qui a remplacé... avant, il était président de la PAG, il a remplacé Kabound. J'ai eu beaucoup de discussions avec lui, on n'est pas souvent d'accord. Mais c'est une personne très intelligente qui mérite et qui force le respect. Je crois que c'est fini. En tout cas, merci beaucoup, honorable. La toute dernière question, c'est à vous maintenant. Comment vous vous définirez vous-même? S'il faut vous définir, comment vous allez le faire? Écoutez, il y a... J'espère que dans une autre génération, les gens pourront comprendre qu'il est tout à fait possible d'être objectif. Et notre pays le veut. Aujourd'hui, je suis dans la majorité présidentielle et les gens me reprochent le fait que je ne suis pas... Enfin, les gens ont la nostalgie de quand j'étais opposant et que je critiquais... Vous reproche la même chose. Oui, et que j'étais virulent, mais maintenant je dois assumer mon statut.
Et en assumant mon statut, j'essaie de le faire de la manière la plus objective. Je pense que j'ai fait une émission avec vous. Je n'ai pas commencé à vous dire, à vous parler du béton. Et je vous dis des choses telles qu'elles doivent être. Pourquoi vous ne parlez que du béton? Mais parce qu'au fait... Des Kabila aussi ou d'autres choses? Pourquoi vous... Non, parce qu'au fait, aujourd'hui, lorsque vous allez dans les réunions de l'Union sacrée, même quand le chef arrive, c'est tout le monde qui crie. C'est comme un peu un slogan. et tout le monde a cette tendance-là à se dire, il faut que je dise des choses qui vont plaire au chef. Moi, je ne veux pas dire des choses qui veulent plaire au chef. Je veux dire des choses dont le chef peut se servir. Et je resterai comme ça. Le jour que je repasserai dans l'opposition, je resterai objectif. J'ai fait l'opposition contre Kabila. Je n'ai jamais tenu des propos genre danger public, des propos qui m'ont mis dans des difficultés. J'ai fait 5 ans de porte-parole là, je n'ai jamais été inquiété ni par l'ANER, ni par qui que ce soit. Je n'ai jamais eu de garde-corps jusqu'à présent d'ailleurs, donc je pense que je vais continuer comme ça, être objectif. Les choses telles qu'elles doivent être, telles que je les pense, je vais les dire. Ça peut comme ça peut ne pas plaire, mais l'essentiel pour moi c'est que le message passe et je vais continuer comme ça. Est-ce que l'opposition mûrit aujourd'hui? Est-ce que notre position a mûri dans son ensemble, 60 ans après? Avons-nous une belle lecture de l'opposition aujourd'hui? La faisons-nous bien? C'est difficile de parler d'opposition dans ce pays, parce qu'en réalité, l'opposition doit être idéologique. Nous faisons encore l'opposition contre une personne. Nous n'avons pas une opposition qui est basée sur une confrontation des programmes, sur des questions majeures. Par exemple, on peut dire sur les retraites. Vous avez une politique sur les retraites, nous en avons une autre et nous nous opposons sur cette politique. Ici, l'opposition en Afrique et précisément dans notre pays, c'est s'opposer à des individus. Et je ne crois pas en ce type d'opposition parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Vous avez par exemple dans la majorité aujourd'hui, dans l'Union sacrée, des partis de gauche, de droite, du centre, des écologistes qui se disent qu'ils sont de la majorité, mais pas autour d'un programme. Les écolos ne pensent pas comme ceux de droite. Les écolos vont préserver l'environnement, ceux de droite vont permettre à ce que les entrepreneurs fassent des usines parce qu'ils ont besoin que l'entrepreneuriat évolue. Donc, on ne peut pas mettre des gens comme ça ensemble et dire qu'ils sont de la majorité ou aller de l'autre côté, retrouver la même configuration et dire qu'ils sont de l'opposition. Ici, nous sommes encore attachés à des personnes. Nous faisons l'opposition par rapport au fait que tu as le pouvoir ou tu n'as pas le pouvoir, mais la vraie opposition, elle est idéologique, c'est sur des thématiques, sur des politiques publiques et malheureusement, nous n'avons pas encore ce niveau-là. La dernière question, quel est le plus grand la quantième dernière question. C'est la dernière question. Okay. Quel est le plus grand défaut de cette gouvernance de Félix Tshisekedi, cette gouvernance actuelle? Bon, on va pas parler de défaut, on va parler de faiblesse. Oui. Aujourd'hui, même lui-même l'a dit que l'action gouvernementale n'est pas bien articulée. Que ce soit en termes de communication de ce qui est fait, que ce soit en termes d'agencement des politiques publiques, que ce soit en termes de complémentarité, c'est comme si chaque ministre tirait la couverture de son côté. Je vous donne un exemple. Vous arrivez à une session ECOFIN, le ministre de l'EPST va discuter avec le banc syndical des enseignants, ils prennent un accord, ils signent l'accord, ils nous amènent à l'ECOFIN et quand il vient avec le ministre du budget vous dit il est allé signer ça sans nous dire. Je vous donne un deuxième exemple, nous étions en Bouelalo, je vous ai parlé de cela. Les travaux étaient prévus pour 15 jours. Nous arrivons là-bas, nous faisons 3 jours. On nous apprend que les travaux sont clôturés. Je rencontre le ministre en ville. Il me dit non, on n'a pas donné les moyens, j'ai dû arrêter. Donc j'ai préféré écourter ça parce que le gouvernement n'a pas voulu. C'est le ministre qui dit que le gouvernement n'a pas voulu donner les moyens. Pourtant, il est membre du gouvernement. Il est membre du gouvernement. Donc je crois qu'il y a cette harmonie-là gouvernementale, ce travail d'équipe qui est faible. Je veux dire que chacun tire la couverture de son côté et chacun va parler au nom du chef de l'État. C'est-à-dire sous l'impression du président de la République, c'est comme si chacun était en concurrence, comme on parle de remaniement, pour montrer au chef de l'État que lui doit rester, lui il travaille. Sous l'impulsion. Donc voilà. Et donc il faudrait qu'il y ait cette harmonie gouvernementale pour permettre à ce que les actions concertées aient des effets globaux attendus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable, d'avoir répondu à toutes nos questions. Mesdames et messieurs, je recevais sur ce plateau l'honorable Jean-Jacques Mamba. Il est élu du Lukunga. Il nous a fait l'honneur de répondre à notre question, ancien porte-parole du MLC, cadre du MLC. Il nous a fait honneur de répondre à toutes nos questions, c'est pour la première fois. Et je ne crois pas que ça sera la dernière fois. Non, je viendrai. Bon, du moment que je suis encore là, je suis là. Pas de Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.